Soir d'info, la suite avec M. Alioune Tine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. L'Alliance pour la transparence des élections, comme une frange de la société civile, pointe un manque de concertation en vue des législatives anticipées du 17 novembre prochain. Mais le ministère de l'Intérieur organise une rencontre demain. On peut dire que votre appel a été entendu. Tout à fait. Je pense que l'appel a été entendu, le message a été entendu et puis on s'en réjouit. Et il me semble que pour aller vers des élections transparentes, apaisées, qui nous évitent les manifestations et les lacrymogènes, il nous faut absolument une concertation avec toutes les parties prenantes. Et comme c'est fait au Radisson Blu demain, donc vraiment on s'en réjouit très profondément. Oui, certains ont dénoncé une démarche unilatérale de l'État. Êtes-vous de cet avis? Et puis la rencontre, ce sera pour définir quoi, vu que on a la date, la DG a sorti la chronologie des opérations électorales. On va discuter de quoi concrètement? Écoutez, moi je pense que comme c'est leur première élection en tant que régime, enfin, l'État. L'État sénégalais actuel, c'est la première élection. Je pense qu'on peut être tolérant, compréhensif à partir du moment où il y a des décisions de cette nature qui sont prises pour discuter. Et il me semble que le problème, c'est de réunir les gens, de discuter et d'avoir un consensus. Je pense qu'à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut aller avec assurance vers des élections qui pourraient être apaisées, qui pourraient être transparentes et démocratiques. Parce que, vous savez, les élections, c'est d'abord, le consensus, et 2, la confiance. Et donc, il faut absolument restaurer la confiance dans les meilleurs délais. Et que tout le monde y travaille de bonne foi. Il travaille de bonne foi. Le Sénégal n'a pas de problème d'élection. Les Sénégalais savent organiser des élections. Ce sont des professionnels de l'organisation des élections. Et effectivement, le Sénégal est sollicité. Moi, je voyage un peu partout. Je rencontre les Sénégalais partout, en Sierra Leone. Je les rencontre à Guinée-Conakry, en Mauritanie, au Burkina. Donc, nous n'avons pas de problème en matière d'organisation des élections. Le problème que nous avons, c'est de nous parler, de nous entendre. Et la démocratie, ce n'est pas seulement les élections. La démocratie, c'est surtout aussi cette capacité que nous avons de nous asseoir, de délibérer, c'est la délibération. La démocratie aussi, c'est la participation des autres. Plus les gens y participent, donnent leur avis par rapport aux politiques publiques, par rapport à l'élection, je pense que plus effectivement on va vers une situation de plus en plus maîtrisée par tous, de plus en plus on va avoir de la confiance. Et la confiance, c'est l'essentiel dans l'élection. Et comme le ministre a appelé, le DGE sera là-bas, tout le monde sera là-bas. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on va discuter pour dire, ben voilà, sur quoi on est d'accord. Et si tout le monde est d'accord sur une chose, je pense que c'est déjà ça. Ça va nous éviter les manifs, les lacrymogènes et tout. Parce que ça, franchement, ça traumatise les Sénégalais. On sait d'où l'on vient. Et que l'État actuel puisse tirer les leçons, vraiment, de notre traumatisme et des dysfonctionnements du passé, bon, mais ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, pour le débat, le débat substantiel, c'est ce qu'il nous faut, parce que nous avons beaucoup de problèmes et nous sommes dans une situation, comme je dis, révolutionnaire, entre guillemets. Et cette situation révolutionnaire, il faut que toutes les énergies de la société soient mises en mouvement. Alors, vous l'avez dit, l'administration électorale est rompue à la tâche au Sénégal et la présidentielle 2024 en est l'exemple archétypique. Mais en prélude à cette réunion donc de demain convoquée par le ministre Tine, quels sont les consensus attendus, quels sont les points d'achoppement, les protagonistes achoppent sur quoi aujourd'hui à date? D'abord, le temps est court pour se préparer. Et puis, il n'y a pas le parrainage. Ça aussi,
si vous voulez, on va avoir des embouteillages. Oui. C'est un risque. Comme en 2017, oui. Où nous avions 47 La listes. saturation est possible. Oui. Et il est évident que, bon, si maintenant c'est ouvert et il n'y a pas de filtre, il est évident que ça, c'est un risque qui va arriver. D'autre part aussi, bon, vous savez, s'il n'y a pas le parrainage, et puis maintenant il faut respecter la question du genre. Vous savez, on a déjà eu des problèmes dans un temps normal, a fortiori, dans un temps assez court et dans une situation un tout petit peu spécifique. Donc, je pense, à partir du moment où le président de la République lui-même a demandé la concertation et que, bon, on est dans la concertation, on peut effectivement avoir l'espoir qu'on sortira avec un consensus, en dépit effectivement des difficultés que tout le monde va soulever. Hein. Mais là, disons-le, ce qu'il faut, c'est aller aux élections, puisqu'on n'a pas le temps de refaire des... De mon point de vue, je pense qu'il faut aller aux élections, parce que on a perdu trop de temps. De mon point de vue, et il faut aller à l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel. Donc, si nous avons, de mon point de vue, des conditions qui garantissent la transparence et qui garantissent des élections apaisées, et avoir un consensus, je pense que tout le monde a intérêt à aller aux élections en ce moment. C'est mon avis. Hein. On ne peut pas se permettre, de toute façon, on n'a plus le temps de modifier encore le code électoral. Le temps nous est compté. Je pense que maintenant, les décisions qui ont été prises par le Conseil constitutionnel ne peuvent pas être changées en cours de route. Et ce serait même violer les règles de la CEDEAO. Bon, je pense que à partir du moment où on assoit la concertation, on est dans les règles de la CEDEAO. En dépit des difficultés et du caractère tout à fait spécifique, je pense que la concertation permet de dégager vraiment une voie consensuelle dans laquelle pourraient peut-être vraiment s'engouffrer pratiquement toutes les parties prenantes. Oui, on vous sent presque rassuré aujourd'hui avec cette réunion qui a été convoquée par le ministre de l'Intérieur. C'est le cas ou pas? Oui, je suis rassuré parce que, bon, moi je suis un partisan du dialogue. Je suis un partisan de la concertation, je suis un partisan de la délibération et de la démocratie participative. Bien sûr. Parce que c'est de la démocratie citoyenne, pas de la démocratie directe. Mais il me semble qu'apporter un plus dans la démocratie sénégalaise, c'est avoir la capacité de discuter ensemble de nos problèmes et de gérer de façon pacifique et civilisée nos conflits. Parce que la démocratie, c'est le conflit. Voilà. Et bien, c'est pas la haine. C'est ainsi quand même, on a vécu la haine, on a vécu la violence. Il est temps aujourd'hui de préconiser la paix, de préconiser la réconciliation, de préconiser l'apaisement. Vraiment, il nous faut aller vers ça. Parce qu'il y a énormément de problèmes à l'intérieur du pays et il y a beaucoup d'instabilité à l'extérieur. On va en parler, notamment le Mali et bien sûr le Niger. Mais restons sur la situation au Sénégal. Vous êtes rassuré à l'UNTIN. En revanche, l'opposition réunie autour de l'Alliance pour la transparence des élections n'est pas rassurée du tout et a même soulevé quelques griefs. Un rassemblement est prévu le 27 septembre prochain. On verra s'il sera maintenu ce rassemblement à la suite de la rencontre de demain. L'opposition dit que pour la première fois depuis 1993, des élections sont organisées au Sénégal en excluant les partis d'opposition de toute forme de participation à l'élaboration du processus. Êtes-vous en phase avec ces affirmations? Écoute, je comprends. Oui. Parce que nous sommes quand même dans une transition tout à fait spécifique, dans une transition avec conflictuelle, antagonique, qui est totalement différente des transitions que nous avons vécues entre Diouf et Wade et entre Wade et, comment dirais-je, Macky Sall. Et nous avons également traversé un processus électoral avec énormément de dysfonctionnements, de violences. Nous avons eu des gens qui sont sortis de prison pour aller au palais. Donc, il faut effectivement avoir un sens des responsabilités et l'intelligence des situations pour voir comment, effectivement, petit à petit, on peut digérer tout ce qui s'est passé avant, tourner la page et vraiment aller de façon beaucoup plus positive. Voilà. Et là, vraiment, on évite autant
les partis au pouvoir, c'est extrêmement important que l'opposition. Oui. Vraiment à avoir, si vous voulez, une démarche constructive, moins conflictuelle, pour qu'on ait vraiment des consensus forts pour des élections transparentes et des élections apaisées. Mais tout ça a un air de déjà vu quand même à l'UNTIN et factuellement. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on reproche à l'État, parce que par exemple, l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye n'y va pas, lui, de main morte. Hein. L'espoir était de mise en avril 2024. Jamais je n'aurais imaginé le PASTEF dans une continuité de Ndout Ndiaye, donc comprenez, de magouille pour organiser le recul démocratique au Sénégal. Factuellement, qu'est-ce qu'on reproche à l'État? Bon, écoutez, moi je ne veux pas revenir sur un certain nombre de choses et de remarques. Mais c'est important pour que les gens comprennent. Que j'ai déjà faites. Pourquoi cette rencontre de demain? Je dis, d'abord, nous avons une nouvelle génération. Oui. Ça, il faut le comprendre. Et en réalité, quand on regarde le fonctionnement de cette génération au Mali, au Burkina, comment dirais-je, au Niger, en Guinée, c'est à peu près la même chose. C'est des gens assez jeunes qui sont arrivés avec peut-être un certain nombre d'œillères. Ils viennent tout feu, tout fougue. Tout feu, tout flamme. Et si vous voulez, les questions qui font polémique, c'est beaucoup de questions, y compris des questions tout à fait nouvelles, comme par exemple le religieux, qui revient tout le temps. Ça aussi, c'est aussi un phénomène dans l'ère nouvelle, pas seulement au Sénégal. Quand vous allez aux États-Unis avec Trump, quand on va au Brésil, la religion est là. Mais ça veut dire tout simplement la mort des idéologies, la faiblesse des partis politiques qui n'ont plus d'idéologie. Et maintenant, effectivement, dans le vide, effectivement, il y a la religion qui monte. Et il est évident qu'il monte assez fort. Chez nous, ça se gère de façon diplomatique, plus ou moins, ça se gère politiquement. Ça se gère en agitant des chiffons rouges quand même. Comme le voile, par exemple. Ailleurs, c'est la calache. Oui. Mais ailleurs, c'est la calache. C'est vrai, c'est pas faux. Il faut comprendre effectivement qu'il y a un véritable tournant dans la sous-région. On avait un islam soufi, pacifiste. De plus en plus, nous avons un islam salafiste, wahhabite. Effectivement, et tout cela, si vous voulez, ça crée un tout petit peu de perturbations dans notre vision, dans notre façon de faire, dans nos pratiques de tous les jours. Et effectivement, ça, avec les réseaux sociaux, ça amplifie. Mais vu que vous allez sur ce terrain-là, pourquoi quand on gère un pays comme le Sénégal, avec sa particularité islamique, on peut le dire comme ça, hein, quand même, à l'UNTIN, pourquoi faire dans le culte du risque inutile, voire même la provocation gratuite? Bon, moi je vais dire une chose, hein, c'est clair. Bon, je pense que vous faites un peu allusion au voile. Au voile et l'affaire, l'affaire M. Diagne, qui est le directeur des moyens généraux à la présidence de la République. Cela relève tout de même de la provocation gratuite, parce que tout le monde sait que les écritures scripturaires et la pensée politique n'ont absolument rien à voir. Ça, on le sait. Les écritures saintes, donc les écritures scripturaires, et la pensée politique, les poèmes panégyriques écrits par les grands dignitaires islamiques que nous avons connus, n'ont absolument rien à voir. Une fois qu'on sait cela, pourquoi aller dans une provocation gratuite en ayant peut-être des visées non avouées? Écoutez, moi, c'est pas une chose qui est spécifique au Sénégal. Vraiment, je reviens sur la chose. Ça veut dire, aujourd'hui, on n'a plus des idéologies politiques très fortes. Et la plupart des partis qui portaient ces idéologies sont presque mortes. N'ont plus d'influence. Oui, bien sûr. L'influence, si vous voulez, du PIT, socialisme, du MPT, du marxiste-léniniste, social, tout ça, c'est totalement évanescent. C'est parti presque. Voilà, c'est presque des reliques qui restent. Aujourd'hui, ils s'accrochent dans des... La gauche essaie de renaître de ses cendres, mais bon, dans différentes coalitions. Oui. Donc, il ne faut pas s'étonner que la religion monte. Et ce n'est pas spécifique au Sénégal. En tout cas, moi, je fais une analyse globale. Il y a ça, la montée, si vous voulez, d'un islam salafiste, wahhabite, parce que nous aimons aller envoyer nos jeunes à Al-Azhar, nous allons envoyer nos jeunes à l'université de Médine,
Mais écoutez, il ne faut pas que quand ils viennent avec quelque chose qui nous dérange. Absolument. Et effectivement, c'est ce qui arrive. Eux aussi, ce sont des puissances moyennes qui montent, qui ont une influence. Le Qatar veut de l'influence sur le plan mondial. L'Arabie Saoudite aussi cherche une influence sur le plan mondial. Et il n'y a pas que eux, il y a l'Iran. On n'avait même pas des chiites au Sénégal, on en a maintenant. On en a, oui, depuis un petit moment. Donc, depuis les années 89, pratiquement, il y a, si vous voulez, la montée de cette idéologie. Pardon, c'est depuis 79, au lieu de dire 89, avec la révolution iranienne. Dans les années 80, il y avait l'histoire de la mosquée inachevée. Tout à fait. Bon, il me semble que c'est un peu ça qui arrive maintenant avec les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, ça crée beaucoup de problèmes. Mais il me semble que ce pays qui est reconnu dans le monde comme l'islam le plus pacifique, l'islam le plus tolérant, il me semble que quel que soit Alpha et d'où qu'on se trouve, et surtout au sein de l'État, il faut continuer à faire en sorte que cet islam tolérant là, où nous avons eu un président de la République qui était un chrétien, vraiment que ça reste. Aujourd'hui, je vous dis, j'étais dans les réseaux sociaux et j'ai vu le ministre de l'Agriculture, que j'aime beaucoup, parce que quand même, Mabouba, et il était en face d'une dame, je ne sais pas comment, Manga, qui élevait des porcs et qui a félicité cette dame qui élevait des porcs. J'ai dit, bon tiens, on est en train quand même de transgresser, ou bien de régler un tabou. Bien sûr. Parce qu'effectivement, les chrétiens qui élèvent des porcs font partie de la société. Et au cœur de la République, les religions sont d'égale dignité. D'égale dignité. Ça, c'est important de le dire. Exactement. C'est pour ça qu'il nous faut énormément de tolérance, énormément de respect pour toutes les croyances qui sont dans ce pays. Et surtout, quand on a des responsabilités d'État, c'est là où il faut être le plus responsable. Et ne pas faire dans la provocation gratuite. C'est bien, effectivement, que le président de la République ait nommé quelqu'un. En se disant, je n'ai même pas nommé quelqu'un parmi les gens de PASTEF pour éloigner tout fait partisan. Je pense que ça, c'est extrêmement important, de ne pas politiser la religion. Et au sein de l'État, c'est là où on doit faire le plus attention possible. Au niveau du sommet de l'État, il faut faire attention avec les croyances. Parce que les croyances, ce n'est pas la raison. On croit un point, un trait. On n'a même pas à donner des justifications. C'est clairement l'étincelle qui peut faire exploser le tonneau de poudre. Aluntine, on va parler d'une question d'actualité, la reddition des comptes. Vous l'avez vu tout à l'heure, l'ex-ministre des Sports, Lat Diop, a été convoqué donc hier, demain samedi, à la division des investigations criminelles. Donc 3 jours après l'installation des 27 magistrats du pôle judiciaire financier. Lat Diop donc va répondre demain. On verra ce qui va sortir de ce rendez-vous avec les enquêteurs. Mais nous sommes quand même dans un contexte de période préélectorale. Craignez-vous une instrumentalisation de cet impératif républicain, à savoir la reddition des comptes pour des fins politiques, à des fins politiques? Il est évident que la coïncidence du temps politique et du temps de la justice est troublante. En pleine période électorale, ça interroge tout au moins. Ça interroge tout au moins. Cela dit, le grand problème que nous avons en Afrique, c'est la gouvernance. Le grand problème que nous avons en Afrique, c'est la corruption. Et le grand problème qu'on a, c'est notre incapacité au niveau des gouvernements à mettre en place une justice suffisamment forte vraiment pour lutter contre ces cancers, les crimes économiques, et avoir aussi des instruments. Mais je pense que c'est un test qu'on a. Parce que je me rappelle bien en 2000. En 2000, c'était si vous voulez, une demande sociale. Ça s'est terminé en queue de poisson. C'était très partisan, on a pris les gens, on les a interrogés, et puis ensuite on a mis la pression. Dès qu'ils changent de camp, c'est terminé. La transhumance. Transhumance, c'est fini. Avec Karim Wade, on a vu l'expérience aussi. En 2012. Voilà. Moi, j'étais président du comité sénégalais des droits de l'homme. Quand on a mis la CREI, j'ai dit attention. Au président, j'ai dit attention. J'ai écrit pour dire que vous n'avez
pas la possibilité avec ce fait de respecter les droits fondamentaux des gens, surtout le droit à la défense. Donc, ça a fini comme ça a fini. Cette année, ce qu'il faut faire, d'abord... La CREI a été enterrée, donc... La CREI a été enterrée parce que la CREI, partout où Karim a été, il a gagné. Aux Nations Unies, partout où on a voulu prendre de l'argent, faire des enquêtes, les gens, ils arrêtent tout de suite parce qu'ils ont estimé qu'effectivement, il n'y avait pas une justice équitable et une justice impartiale. Donc, je pense que les droits fondamentaux des personnes suspectées, notamment la présomption d'innocence et le droit à la défense, ce sont des droits qui doivent être absolument préservés. Sinon, ça peut rendre nulle toute la procédure. Ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ousmane Diagne, l'a dit, reddition des comptes, mais tout en respectant tout de même le droit des personnes suspectées. Et puis ensuite, faire en sorte que, vraiment, qu'il soit indépendant de tous les groupes de pression, quels qu'ils soient. Ça, c'est extrêmement important. Et puis ensuite, il faut qu'il ait aussi les compétences qu'il faut. Parce que ce n'est pas un exercice facile. Hein. On le sait, dans les pays les plus développés, ce n'est pas aussi facile que ça. Donc, la compétence et puis les moyens financiers, les moyens matériels qui permettent aux gens de faire le travail comme il faut. Je pense que si tout ça est réuni, mais c'est pour ça que le PJF, encore une fois, a été installé et pensé par le président Macky Sall. Il faut aussi le reconnaître. Parce qu'il y a une complexité des infractions en matière économique et financière. L'autre préoccupation pour moi aussi, en réalité, si ça cible un seul camp, ça peut poser des problèmes. Mais ceux qui étaient au pouvoir, je reviens sur la proposition de Birahim Seck, du Forum civil. Je pense que les rapports de l'IGE, il faut les publier. De manière à ce que, vraiment, on n'ait pas le soupçon qu'il y a des gens qu'on protège. Je pense que le président de la République, comme il l'avait promis dans ses discours, n'a qu'à publier les rapports de l'IGE. Et effectivement, ça ne donne pas l'impression, effectivement, qu'on ne regarde que d'un seul côté et pas de l'autre. Et ça, vraiment, nous demandons vraiment instamment au président de le faire. Et ça va rassurer. Et il me semble qu'il faut essayer aussi d'y aller avec pédagogie. C'est extrêmement important. C'est bon de réfléchir sur la pédagogie de la reddition des comptes, surtout quand on le fait pour la première fois. Que ça soit vraiment dissuasif, mais effectivement que ça ne casse pas aussi les choses. Ça, c'est extrêmement important aussi. Mais que ceux qui ont pillé les deniers publics rendent gorge aussi. Il faut qu'ils rendent gorge. Ça, je pense qu'il n'y a même pas à discuter de cette question. Maintenant, je pense que pour les modalités et pour les leçons, c'est vraiment... Il faut y réfléchir. Ça demande aussi une réflexion qui fasse que il n'y a pas que la prison. Mais en réalité, si vous avez la possibilité de rendre gorge, parce que c'est ça l'essentiel. Et bon, on va essayer de voir ce qu'on va faire. Je pense qu'il faut réfléchir sur, comme on dit, la pédagogie, la leçon qu'il faut en tirer pour que vraiment il y ait une dissuasion forte par rapport vraiment aux crimes économiques, à la prédation des ressources. Vraiment, il faut y mettre un terme parce que c'est ça le mal de nos États. De nos États. Malheureusement, c'est dans nos États que l'on constate ces débats. Après le départ d'un régime, que l'on voit des anciens gestionnaires de la chose publique convoqués devant les tribunaux. C'est quand même... Ça, c'est un problème. C'est quand même un problème. C'est-à-dire que ça, c'est un problème. Il faut dire que le président Macky Sall n'a pas respecté ses promesses. Moi, je me rappelle le jour où il installait l'OFNAC. Il disait à l'OFNAC, et à l'OFNAC, il s'adressait à ses propres partisans. Il dit, la CREI, c'est pour ces gens-là, mais l'OFNAC, c'est pour vous. Mais on n'a jamais... Je me rappelle la présidente de l'OFNAC qui interpellait le procureur de la République pour lui dire, mais écoutez, je vous ai envoyé... C'est Nabou Diouf ou Nafingom? C'est Nabou Diakhaté. C'est Nabou Diakhaté plutôt. C'est Nabou Diakhaté. Il disait, mais à Gueye, qui est aujourd'hui le patron de l'OFNAC, ça aussi, quand même, c'est une inversion des choses. Je vous envoie les documents... Gueye qui était le procureur. Exactement. Il dit, mais attendez, mais regardez les documents que je vous ai apportés en tant que procureur de la République. Il ne les a jamais ouverts.
il ne les a jamais ouverts. Oui. Et aujourd'hui, c'est lui qu'on a nommé à la tête de l'OFNAC. Oui. Ça aussi, c'est les problèmes de la gouvernance du président Macky Sall aussi. C'est problématique. Oui. Donc, reddition des comptes sans violer le droit des Il faut suspects. que la reddition des comptes soit permanente. Oui. Voilà. Il ne faut pas que ça arrive à la veille des élections ou à la fin de régime. Oui, parce qu'il ne faut pas que ça soit un argument politique. Exactement. Parce que c'est là où, effectivement, on va soupçonner qu'il y a un argument politique, alors que je pense qu'il faut avoir des institutions suffisamment fortes et des personnalités vraiment protégées, compétentes, pour pouvoir faire ce travail sans vraiment qu'on soupçonne que on prend parti pour des gens qui sont proches de l'État ou des gens de l'opposition. Et que quand effectivement les gens doivent rendre compte, qu'ils rendent compte eux-mêmes sans politiser l'affaire. Tout à fait. Dernière question à Luntine sur le Sahel, parce que vous êtes signataire. Je vous ai lu de la tribune qui demande la libération du président Bazoum, qui est toujours gardé au Niger. Et puis sur la situation du Mali. Que vous inspire cette situation qui devient de jour en jour compliquée pour nos frères maliens et nigériens? Écoutez, au Mali, je pense aujourd'hui, tout le monde est étonné de ce qui s'est passé. C'est la surprise globale, que ce soit au niveau de l'État, à cause vraiment des cibles, qui sont des cibles très stratégiques. L'aéroport et puis l'école de gendarmerie. Tout à fait. Voilà. Et il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de dégâts matériels aussi. Donc, le Mali, qui était pratiquement le seul sanctuaire, on se disait, mais tiens, il y a la sécurité au Mali. Mais aujourd'hui, même l'ambassade des États-Unis, d'après les informations, a été fermée pour des raisons de sécurité. Donc, c'est vrai parce que ces attaques sont survenues, rappelons-le, à Bamako. À Bamako. Et puis, c'est venu un jour, 24 heures après qu'on ait déclaré vraiment l'anniversaire de l'AOS, avec maintenant des passeports qui sont disponibles, la création d'une banque d'investissement, et tac, ça montre la vulnérabilité vraiment de l'AOS et la vulnérabilité de toute la CEDEAO. Je pense qu'aujourd'hui, la leçon qu'on devrait tirer pour tous les pays de la CEDEAO, c'est qu'aujourd'hui, toutes les capitales sont vulnérables. Donc, il faut une riposte collective et régionale. Oui. Et l'AES doit comprendre aujourd'hui que la sécurité, là, ça va être une sécurité régionale. C'est ensemble qu'on la combat pour réussir. Et puis aussi, si on doit la réussir, on doit aussi interpeller les grandes puissances qui sont en train, si vous voulez, de transférer au Sahel la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Les grandes puissances, l'une est chassée du Sahel, en l'occurrence la France. Mais juste un mot quand même sur le Niger. Attention, chasser, c'est chasser, mais ils ne sont pas partis. Oui, mais ils sont au Sahel, ils sont au Bénin, ils sont au Sénégal, ils sont ailleurs. Donc, je pense d'ailleurs, il faut quand même qu'on tire les conséquences du départ et de l'aménagement et de Barkhane à la fois sans qu'il y ait un changement. Sinon, effectivement, c'est Wagner, et aujourd'hui il faut quand même voir qu'il y a des limites. Absolument. Avec Wagner. Qui a perdu des hommes. Et il y a des limites aussi, il faut absolument le reconnaître, avec la réponse militaire. Il faut aujourd'hui vraiment un grand débat pour trouver les solutions politiques pour sortir le Mali vraiment de ces problèmes, sortir même l'AOS de ces problèmes, sortir la CEDEAO de ces problèmes. Le président Bassirou Diomaye Faye avait été choisi pour offrir ses bons offices. Êtes-vous au courant d'une feuille de route? Écoutez, je sais qu'il travaille avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Qui Abdoulaye Bathily. Oui. Donc, qui connaît très bien la sous-région, qui connaît très bien les acteurs. Absolument. Nous-mêmes, nous y travaillons. On ne nous a pas mandatés, mais nous avons toujours un mandat. Nous n'avons pas besoin de mandat de l'État. On travaille avec la société civile. Aujourd'hui, on est en train de faire une étude sur l'AOS, sur les problèmes et tout. Et nous sommes en contact aussi avec les différentes sociétés civiles de ces pays. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Le travail à voir les Yéyans, les M62. On discute avec, et puis les gens des Yerewolo, on discute avec les gens effectivement qui sont des dissidents du Mali. Tout ça aussi, c'est pour arriver à un moment donné à créer
si vous voulez, et puis nous sommes en train de le préparer aussi, une grande conférence sous-régionale sur la CEDEAO. Voilà. Très bien. Changer ou périr, la CEDEAO. Changer ou périr. Voilà, pour les 50 ans de la CEDEAO. On va changer pour rester en vie. Absolument. Merci beaucoup, Alioune Tine, fondateur de Afrikadium Center. Effectivement, le président Bassirou Diomaye Faye qui travaille avec le professeur Abdoulaye Bathily, qui connaît bien ces questions, auteur de Passion de liberté, ses mémoires, livre extraordinaire que je recommande à toute la nouvelle génération. Merci à vous, chers téléspectateurs.